C'est aujourd'hui que le président Alassane Ouattara se rendra à Libreville au Gabon. Il va prendre part au New York Forum Africa. Le président également parrain de la cérémonie de baptême de la 12e promotion sortante de l'école d'état-major de Libreville. Rentrée culturelle nationale et inauguration de l'Office national du cinéma en présence du Premier ministre, année 2013, année du cinéma en Côte d'Ivoire. L'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, rencontre de vérité hier entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les étudiants. Bienvenue dans votre édition. Dans quelques heures, le président Alassane Ouattara se rendra au Gabon pour une visite de 72 heures. Il va prendre part au New York Forum Africa, dont les travaux ont démarré hier, vendredi, à Libreville. Awa Touré depuis Libreville. Près de 700 participants, parmi lesquels des prix Nobel, des dirigeants d'entreprises, des décideurs financiers, des responsables politiques, des diplomates, des intellectuels et des journalistes, sont à Libreville, au Gabon, pour la 2e édition du New York Forum Africa, dont les travaux ont commencé ce vendredi 14 juin. L'objectif de ce forum, qui se veut un laboratoire d'idées, est de recenser les opportunités et de contribuer au développement durable du continent africain. Le président de la République Alassane Ouattara, qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, va prendre une part active à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Autre point focal du séjour du chef de l'État au Gabon, c'est la sortie de la 12e promotion des officiers de l'école d'état-major. La promotion Alassane Ouattara. Pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, Philippe Mangou, les retombées de ces événements pour la Côte d'Ivoire sont bien réelles. La Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le forum New York Africa, est dans la phase de reconstruction. Donc tout ce qui a trait à l'économie intéresse donc l'État ivoirien. Et c'est tout à fait normal que son Excellence vienne porter la voix de la Côte d'Ivoire. Alors sur le plan militaire, c'est tout aussi important, parce que nous entretenons de très bonnes relations avec le Gabon et nous pensons renforcer nos liens de coopération dans le domaine militaire. N'oublions pas que des officiers gabonais ont été formés à l'école des forces armées dans le temps. Et aujourd'hui, des Ivoiriens qui arrivent ici, c'est des échanges que nous effectuons pour que nous puissions échanger nos expériences dans le domaine militaire. L'occasion aussi pour l'ambassadeur Mangou de dire un mot de sa reconversion du treillis au costume de diplomate. Je profite de l'opportunité de votre visite ici pour dire un très grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette nomination. Le Président, en le faisant, montre à tous qu'il n'y a vraiment pas de haine dans son cœur. Montre à tous qu'il tend la main dans la phase de reconstruction de notre pays à tous les enfants de ce pays sans exclusion, pour que chacun puisse apporter sa pierre. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous devons savoir, tous les Ivoiriens, que quand nous avons servi un président avec détermination, avec loyauté, avec fidélité, et qu'un autre vient à être élu par le peuple souverain de Côte d'Ivoire, on se doit de lui servir également avec fidélité, avec loyauté, avec détermination. Certains ne le comprennent pas, ils parlent de trahison, ils parlent de ceci, non. Il faut être animé de l'esprit républicain et jouer véritablement son rôle de citoyen. Le président de la République, Alassane Ouattara, va mettre à profit son séjour au Gabon pour rencontrer la communauté ivoirienne, une communauté forte de 5 399 membres. Le chef de l'État assistera également le lundi 17 juin à la cérémonie de baptême et de sortie de la 12e promotion des officiers de l'école d'état-major de Libreville, dont il est le parrain. Le New York Forum Africa, une rencontre internationale qui réunira plus de 700 décideurs économiques, financiers et politiques venus de pays africains et des opérateurs économiques de plusieurs secteurs d'activité. Au centre de cette rencontre figure en priorité l'avenir du continent africain au plan économique, nous dit Adama Koné.
Le New York Forum Africa 2013 mobilise pendant 3 jours chefs d'entreprise et dirigeants politiques pour parler d'investissement. C'est que les initiateurs ont de la suite dans les idées. Après l'édition de 2012 qui a porté sur la reconnaissance des progrès économiques, le rendez-vous de 2013 s'intéresse au maintien et à l'accroissement des investissements. Il s'agit d'imaginer un plan d'action concret, pertinent et évolutif de mobilisation des investissements. Le président ivoirien ne pouvait être absent à ce rendez-vous avec sa double casquette d'homme politique et d'économiste. Au menu du forum, de grands temps forts. D'abord, le débat sur l'intégration des PME africaines dans les échanges économiques. Ensuite, la mise en place d'un partenariat avec les BRICS, entendez Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et enfin, la mise en exergue de nouveaux secteurs économiques comme les industries du loisir, du cinéma et de la mode, certainement pour terminer en beauté. La visite du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, à Dakar a permis de renforcer les relations entre les parlementaires ivoiriens et sénégalais. Un protocole de coopération a été signé entre les deux parlements. Le contenu de cette convention avec notre envoyé spécial à Dakar, Victorine Yao Yobwe. Il l'avait annoncé depuis son arrivée à Dakar. C'est désormais chose faite. Guillaume Kigbafori Soro vient de signer le protocole cadre de coopération avec Moustapha Niasse. À travers leurs deux présidents, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle du Sénégal s'engagent à œuvrer de concert pour la sécurité des biens et des personnes dans la région ouest africaine. C'est en cela qu'il salue l'intervention de la France au nord Mali et invite la communauté africaine et internationale à soutenir les élections prévues pour le mois prochain au Mali. Ces questions sont clairement mentionnées dans le communiqué final sanctionnant cette visite officielle au Sénégal. Les deux délégations n'ont pas manqué de procéder à des échanges précis et approfondis sur le dossier du Nord Mali. C'est le lieu de saluer les initiatives qui ont été prises pour soutenir ce pays frère dans son combat pour recouvrer la totale souveraineté de son territoire avec le soutien actif de la CEDEAO, de l'ONU, de la France et l'appui des troupes africaines, dont celles de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Les parlementaires pensent pouvoir relever ce défi de la coopération pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que les exécutifs des deux pays s'inscrivent dans cette même dynamique. Ensuite, parce que entre les Ivoiriens et les Sénégalais, c'est une longue histoire commune. Ils l'ont réaffirmé au cours du dîner en l'honneur de la délégation ivoirienne. Combien de Sénégalais, Monsieur le Président Guillaume Soro, ont vu le jour en Côte d'Ivoire où s'y sont établis depuis des décennies avec leurs familles au point de devenir, après l'indépendance, d'authentiques citoyens de la Côte d'Ivoire? Ils sont des milliers. Nombreux sont les Ivoiriens qui peuvent être cités en exemple sur ces listes de pionniers de l'amitié entre nos deux pays et cette solidarité fusionnelle que nous vivons chaque jour. Nous attendons à notre tour d'avoir le plaisir de vous recevoir très bientôt à Abidjan avec une délégation de votre Parlement. Au nom de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, je vous prie d'accepter une fois encore mes chaleureux remerciements pour l'honneur que vous m'avez fait au cours de cette visite officielle. Merci pour cet accueil au pays de la Teranga. Pour symboliser la pureté et la sincérité de cette fraternité ivoiro-sénégalaise, Guillaume Soro a offert une sculpture blanche à Moustapha Niasse. En retour, les parlementaires ivoiriens ont reçu des habits traditionnels sénégalais. 2013, décrétée année du cinéma en Côte d'Ivoire. Le lancement de la saison culturelle a eu lieu hier en présence du Premier ministre. L'événement a été marqué par l'ouverture de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Marie-Laure Ngoran. C'est parti pour la saison culturelle 2013 en Côte d'Ivoire. Le cinéma ivoirien a l'honneur cette année. Oui, notre cinéma a du potentiel, des hommes et des femmes de talent et de génie. Ce cinéma a produit de grands cinéastes et de grands acteurs et il peut encore en produire et conquérir le monde, rapporter des devises, des richesses.
des fortunes. Pour cette année 2013, avec l'ONACSI, nous avons décidé d'apporter notre appui à des projets de films de qualité portés par des auteurs reconnus ou chargés d'espoir. Pour l'ensemble de ces projets, qui ont un coût global de 6 milliards, nous ne disposons, Monsieur le Premier ministre, que de 200 millions, soit moins de 5%. Mais le cinéma peut trouver des financements privés. Une politique volontariste de développement des industries culturelles, du cinéma en particulier. La Côte d'Ivoire le démontre si bien déjà à travers l'inauguration de cette maison pour les cinéastes ivoiriens, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACSI. La satisfaction est grande pour les réalisateurs ivoiriens qui attendaient depuis longtemps sa création. Le cinéma ivoirien est en train de renaître de ses cendres. Il a l'appui de partenaires extérieurs. Le ministre burkinabé de la Culture et du Tourisme annonce la coproduction de films entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je voudrais assurer le gouvernement ivoirien ainsi que les artistes et les professionnels du secteur de la culture de l'engagement total du gouvernement burkinabé à œuvrer au renforcement de la coopération culturelle entre nos deux pays à travers une collaboration étroite entre les structures techniques des ministères en charge de la culture. Une vision qui sera soutenue par l'État de Côte d'Ivoire décidé à régler la question du financement de la production de films. Le cinéma est en effet pour les pays qui lui consacrent les moyens, une industrie pourvoyeuse d'emplois, de richesse, mais aussi et surtout un vecteur d'amour, de fraternité, de solidarité par les valeurs qu'il véhicule et qu'il donne en partage. C'est en raison de son importance économique, culturelle et spirituelle que le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de lui consacrer une structure, un fonds de soutien. L'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACSI, est dirigé par Fadiga Kramo-Lonciné, réalisateur ivoirien, distingué au FESPACO en 1981 avec le Grand Prix Étalon de Yénéga. L'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants, une priorité pour le gouvernement ivoirien. Une série de cérémonies a été organisée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody hier, cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Ibrahima. Le point avec Herman Niamé. Le ministre Cissé Bakongo accueilli en fanfare à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Lui qui était le 13 mai dernier victime d'une agression des mêmes étudiants dans ce temple du savoir. Les étudiants ont tenu à lui présenter leurs excuses. Pour témoigner leur bonne foi, ils ont signé une charte de bonne conduite qu'ils ont lue au ministre Bakongo. Ils s'engagent à travers cette charte à mettre fin à la violence en milieu estudiantin. Nous pensons qu'on peut résoudre le problème des étudiants, mais de façon pacifique, dans la négociation, dans le dialogue, et non pas dans la violence. Nous avons décidé de semer la paix en milieu estudiantin parce que le cadre universitaire n'est pas fait pour la bagarre ni pour la violence, mais plutôt pour les études. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui inaugurait une salle multimédia à l'université Félix Houphouët-Boigny s'est félicité de cet engagement et a rassuré les étudiants des actions en cours pour leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. En 10 mois, on ne pouvait pas faire tout ce qu'il y avait à faire. Et donc, j'ai demandé que les uns et les autres patientent. Le ministère s'est trouvé en premier plan dans ces travaux, mais c'était tout simplement par nécessité. Cette salle multimédia équipée de 40 ordinateurs et de plusieurs équipements informatiques est un don de la République française. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet ADURES, appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur. Nous sommes à vos côtés aussi parce que nous croyons vraiment profondément dans la valeur de l'enseignement supérieur et de la recherche, à côté de l'éducation de base, primaire et secondaire, mais dans l'enseignement supérieur et la recherche, pour qu'un pays se développe, devienne émergent. Outre l'inauguration de la salle multimédia, le ministre Bakongo a visité plusieurs facultés de l'université Félix Houphouët-Boigny et fait des dons aux étudiants handicapés. Et à Bouaké, les enseignants de l'université Alassane Ouattara ont fait le point des arriérés et du retard de paiement des primes de recherche et des heures supplémentaires estimées à 1 milliard de francs CFA. Kwadjo Kwame. 1,276 milliard de francs CFA. C'est la somme que l'État de Côte d'Ivoire doit aux enseignants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké depuis plus de 6 ans.
Face à ce retard de paiement, la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, section Bouaké, a animé une conférence de presse. D'entrée de jeu, le professeur Roger Trodéo a rappelé les différentes démarches effectuées auprès des autorités universitaires et ministérielles pour la régularisation de cette situation, avant de dépeindre les difficiles conditions de travail des enseignants de Bouaké. Les enseignants de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké ont fait preuve de patience et surtout de sacrifice en travaillant dans des conditions difficiles. Inexistence de matériel didactique, de secrétaires, de bureaux pour la majorité des enseignants, de bibliothèques équipées, etc. Dans ces conditions, nous avons toujours accepté de travailler. Le secrétaire général de la SENEC section Bouaké a rassuré la population de la disponibilité des enseignants à dispenser les cours tout en négociant, mais sans toutefois exclure l'option de la grève si rien n'est fait. Outre ce montant en souffrance à l'inspection générale des finances, ces enseignants attendent toujours le paiement des primes, des heures supplémentaires et de recherche. Faire de bonnes affaires avec le cacao de qualité, c'est l'objectif de la Fondation mondiale du cacao et du ministère allemand de la coopération économique et du développement. Pour y parvenir, des écoles d'entrepreneuriat agricole ont été mises en place. Regardez. 2 mois, jour pour jour, que la campagne intermédiaire de cacao a débuté. Pour pouvoir le vendre à 700 francs le kilogramme, le producteur doit présenter un cacao bien fermenté, bien séché et bien trié. En un mot, un produit de bonne qualité. Pour permettre aux producteurs de réaliser de bonnes affaires, la Fondation mondiale de cacao et le ministère allemand de la coopération économique et du développement décident de renforcer la compétitivité des petites exploitations cacaoyères. Les écoles d'entrepreneuriat agricole sont donc instaurées pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des producteurs et leurs familles. On voyait que les agriculteurs et les agricultrices manquaient les savoir-faire de gestion et d'entrepreneuriat agricole. Pour pouvoir bien planifier, il faut bien connaître la taille de la terre. Et il faut connaître les unités de poids, par exemple, pour ne pas être perdant dans les négociations commerciales. Une formation qui s'est faite avec l'appui et la coopération de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. L'étude qui a été réalisée par la WCF montre que cette formation a un impact sur les revenus des producteurs, puisqu'on apprend aux producteurs à gérer ses revenus, les revenus de son exploitation, à faire un plan de financement. On leur montre aussi l'intérêt d'appliquer les bonnes pratiques. Les activités du projet couvrent les régions du Sud, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest et de l'Est de la Côte d'Ivoire. À ce jour, 33 000 producteurs de cacao ont été formés à l'entrepreneuriat agricole. En Côte d'Ivoire, plus de 4 millions de jeunes en fin de formation attendent d'être insérés dans la vie professionnelle. Cette situation est la conséquence de l'inadéquation entre la formation et la réalité du terrain. Dans quelques jours, cette situation sera corrigée, nous dit Mamadou Kouassi. Adéquation, formation, emploi. Un défi à relever pour permettre aux 4,5 millions de jeunes diplômés et en cours de formation dans les centres de formation professionnelle de réussir l'insertion socio-professionnelle. Il s'agit d'adapter la formation des apprenants aux besoins des entreprises. Pour ce faire, la formation des formateurs et un programme de formation s'impose, ce qui justifie le stage effectué par ces 35 enseignants. Avec la formation professionnelle, il faut être en permanence en adéquation avec l'évolution de la technique. Or, les enseignants que nous sommes, nous avions été formés sur des appareils plus anciens et avec le temps, on se rend compte que ce que nous formons arrive en entreprise et il leur manque un petit quelque chose. Mais ce petit quelque chose, il faudrait que l'enseignant aille le chercher en entreprise pour que lui, le formateur, qui a eu certaines choses, qui a eu à les pratiquer en entreprise, ait cette facilité de former l'apprenant. L'initiative est du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, et l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire. Après ce projet pilote, cap sur la 2e année, elle vise 100 bénéficiaires.
Une délégation de l'ambassade de l'Australie, accompagnée de l'ONUCI et de l'Union européenne, a visité le site de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Il s'agissait pour cette délégation de se rendre compte du processus de désarmement et de réintégration en cours en Côte d'Ivoire. Kwasi Mamadou, une fois encore sollicité. Une délégation de la mission australienne des Nations Unies à Accra sur le site de l'autorité pour la démobilisation, le désarmement et la réintégration, ADDR. Selon Tim Millikan, chef de la délégation, cette visite de terrain devra leur permettre de comprendre le processus de désarmement et de réintégration en cours en Côte d'Ivoire et surtout apprécier le travail déjà réalisé. Le chef de la délégation a également promis le soutien de l'Australie à la Côte d'Ivoire pour la réussite du processus. Les responsables de la DDR ont exprimé leur satisfaction. Ils ont fait le bilan des activités déjà menées, des activités qui ont permis à plus de 4000 ex-combattants d'être réintégrés dans les corps paramilitaires. Fidel Dotier annonce la phase finale des projets d'auto-emploi pour l'absorption des ex-combattants pour une réintégration véritable dans la vie civile. Ville historique, Sassandra est toujours l'ombre d'elle-même, une situation qui se ressent sur les villages du département. Kadrokba, par exemple, ne dispose plus d'école primaire alors que l'infrastructure profiterait à 5 villages au total. Les précisions de Léon Bro. Kadrokba, localité à 30 km de Sassandra, région du Boclé. La seule école primaire baigne dans la ruine depuis une décennie environ. Conséquence, les enfants des 5 villages bénéficiaires de l'infrastructure scolaire parcourent 12 km pour bénéficier du savoir. Dans cette ambiance, l'école primaire publique de Kadrokba peut abriter des échéances électorales. Oui, là, ils ont écrit bureau de vote. Ça, c'est la maison d'instituteurs. C'est une 4 chambres salon, ça, c'est une 3 chambres salon. Donc, nous avons aussi besoin de l'aide pour pouvoir aussi élargir, pour pouvoir faire aussi, comme on appelle, d'autres bâtiments, afin que ce soit une école complète. Aux problèmes d'éducation s'ajoutent d'autres, notamment l'accès à l'eau potable. Ces difficultés plus ou moins identiques dans les villages de Sassandra, les cadres du Boclé les ont touchés du doigt. C'est à travers des échanges avec les populations pour trouver des solutions. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons venir traduire une de nos valeurs qui est le développement dans cette région. On a besoin de beaucoup de choses, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau potable, on n'a même pas de radio. En attendant l'installation du conseil régional du Boclé pour solliciter son intervention dans les villages visités, les cadres ont fait don de kits divers pour soulager les populations les plus vulnérables. Le gouvernement a lancé les colonies de vacances 2013. Le thème retenu cette année est « Stop aux violences faites aux enfants ». Une rencontre a eu lieu entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et les organisateurs des colonies pour expliquer les modalités pratiques. Le ministère, qui entend corriger les défaillances dans l'organisation de ces colonies de vacances, a invité tous les acteurs au strict respect du cahier de charges. Cette réflexion sur la cohésion sociale au profit de la société civile à Grand Bassam, rencontre initiée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le point avec Honorine Aingori. Cet atelier vise à doter l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale d'indicateurs programmes. Ces indicateurs vont servir de base à l'évaluation du niveau de la solidarité et de la cohésion sociale entre les composantes de la nation ivoirienne, conformément à sa stratégie d'intervention. Ces activités visent à promouvoir les équilibres entre les grands domaines de la vie en société, à minimiser les disparités, à appuyer la bonne gouvernance et assurer un développement humain durable. Nous avons voulu, au niveau de l'Observatoire, que cet atelier se fasse en 2 phases. La première phase, c'est de mettre en place des indicateurs programmes de solidarité et de cohésion sociale qui vont constituer la substance même du travail de l'Observatoire. Et on voudrait une dernière cérémonie beaucoup plus ouverte pour que la nation entière fasse un consensus autour de ces indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale que nous allons pouvoir mettre en place. Le seul réconfort pour la chefferie, c'est de mettre à la disposition des indicateurs qui peuvent vous permettre d'être optimiste pour le lendemain. Donc notre apport, c'est d'encourager l'Observatoire dans ce sens, apporter nos expériences du terrain pour optimiser cette activité.
L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est un instrument de veille. Il a été préconisé par l'accord politique de Ouagadougou en 2008 comme mesure palliative à la situation de déficit de solidarité et de cohésion sociale entre les composantes de la nation ivoirienne dans le cadre de la crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Marche pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, une initiative du préfet du département de Guiglo, Koné Messamba. Il a invité les populations à vivre ensemble pour le décollage de la région. Le point avec Thérèse Tapé-Aubry. Laisser derrière les séquelles de la crise post-électorale et se tourner vers la réconciliation et la cohésion sociale. C'est le but de cette marche de la paix à Guiglo. Une marche qui a réuni autorités politiques, administratives, chefferies traditionnelles. Ce rassemblement a été initié par le préfet de Guiglo. Il a invité à cette occasion tous les fils du Cavali à se remettre ensemble pour le décollage de cette région. Depuis ma prise de fonction ici à Guiglo, toutes mes actions s'inscrivent dans la droite ligne de la recherche de la paix, de la concorde et de la cohésion entre toutes les communautés résidant sur la terre de vos ancêtres, sans exclusive, conformément à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais lancer un appel fraternel au cadre de la région du Cavali, à nous rejoindre sur ce vaste chantier de réconciliation, de la reconstruction et de l'unité de notre très chère région. C'est par la sous-préfecture qu'a démarré cette marche de la paix pour prendre fin à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Les populations sont rentrées chez elles avec l'espoir de voir Guiglo enfin amorcer sa vraie réconciliation. Et puis hors de nos frontières, hier vendredi, vous le savez, les Iraniens ont voté. 5 ans après un scrutin contesté dans la rue, ils se sont massivement mobilisés. 6 candidats étaient donc en lice pour succéder à Mahmoud Ahmadinejad. Le modéré Hassan Rouhani arrivait samedi largement en tête du premier tour de cette élection présidentielle, selon des résultats partiels reposant sur 18% des bureaux de vote. Les autres temps forts de l'actualité dans le monde, commençons par la Turquie, secouée par une crise. Peut-être un espoir de sortie de crise en Turquie. Après de longues discussions avec les chefs de la contestation, le Premier ministre s'est engagé à suspendre, jusqu'à ce que la justice tranche, le projet de réaménagement du parc Gezi. C'est de là qu'était partie la fronde. Un geste bien accueilli par les manifestants. Ils étaient encore nombreux aujourd'hui sur cette place d'Istanbul, venus dénoncer la dérive autoritaire d'Erdogan qui les accuse de vouloir islamiser la Turquie. En Grèce, 4 jours après la fermeture de la radio-télévision publique, les journalistes continuent de fabriquer des programmes. Ils sont diffusés sur Internet et par le biais de l'UER qui relaie les images des chaînes européennes. La mobilisation continue pour soutenir les 2700 employés du groupe qui se retrouvent sans emploi. Sous la pression de 2 partis de la coalition gouvernementale opposée à cette fermeture, le Premier ministre a promis d'accélérer la création d'une nouvelle chaîne publique. En Argentine, l'ex-président Carlos Menem, condamné à 7 ans de prison, il a été reconnu coupable de vente illégale d'armes à l'Équateur et à la Croatie. Le tribunal réclame la levée de son immunité de sénateur pour que la peine soit appliquée. À 82 ans, il devrait pouvoir purger sa peine à domicile. Dans les années 90, en pleine guerre des Balkans, Carlos Menem a violé l'embargo sur les ventes d'armes imposé à l'ex-Yougoslavie, en y envoyant 7000 tonnes de fusils, de canons et de munitions. Un nouvel oiseau dans le ciel européen. Le nouveau-né d'Airbus a pris son envol aujourd'hui pour un premier vol test de 4 heures. Si tout va bien, l'A350 devrait être commercialisé fin 2014. Il viendra concurrencer le 777 et le Dreamliner de Boeing sur le marché des longs courriers, un marché très lucratif. Avec 350 sièges dans sa version maximale, ce biréacteur peut assurer des vols de 15 000 km sans escale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.